Oui, je vais donc parler des hypertélescopes, qui sont une nouvelle génération de télescopes beaucoup plus grands que ce qui était possible jusqu'à présent, et qui permettront en principe d'abord sur Terre, puis dans l'espace. Alors, est-ce qu'il y a un laser? D'abord sur Terre, dans une vallée, par exemple comme celle-ci, ou dans un cratère, qu'on garnirait de miroirs pour faire l'équivalent d'un télescope géant en petits morceaux, qui focalisent tous l'image de l'étoile en un même point, ici, où on met une caméra. Bon, et puis dans l'espace, c'est le même principe, sauf que ce serait une flottille de petits miroirs qu'on essaie de piloter de façon extrêmement précise, et qui, elle, pourrait être beaucoup plus grande que ce qu'on peut faire sur Terre, par exemple, 1000 voire 100 000 km de diamètre. Et plus c'est grand, mieux ça voit les détails sur la planète dont on essaie de voir les détails. Alors, pourquoi agrandir les télescopes? Pour deux raisons. La première, c'est que ça devient plus lumineux, l'image qu'on obtient est plus lumineuse, parce que le miroir plus grand collecte plus de lumière, et aussi parce qu'on améliore la résolution. La résolution, c'est la capacité à voir des détails fins. Bon, alors classiquement, autrefois on apprenait en terminale que la diffraction le phénomène de diffraction lumineuse est ce qui limite la finesse des images, le piqué des images qu'on appelle la résolution. Alors par exemple là on suppose qu'on regarde à la fois une étoile jaune qui est ici et puis une étoile rouge qui est tout près ici. Alors chacune de ces étoiles envoie des ondes planes. Elles sont tellement loin que les ondes sont pratiquement planes. Elles arrivent sur le télescope, mais il y a une petite différence d'angle entre les ondes de l'étoile jaune et celles de l'étoile rouge. Et si vous avez ici une grande lentille ou un grand miroir qui focalise la lumière sur une caméra, eh bien, vous avez un petit décalage de l'image jaune et de l'image rouge. Et ce décalage, on peut le voir ici, il n'y a pas les couleurs. Et en fait, ces images individuelles ne sont pas infiniment fines, infiniment piquées, mais se présentent sous forme d'une petite tache avec des anneaux qui l'entourent. Et là, vous avez une superposition de ces deux taches, enfin presque superposition de ces deux taches, mais on voit qu'elles sont séparées, donc on déclare qu'on résout notre étoile double. Bon, si par contre elles sont plus serrées, eh bien les deux taches sont à peine distinguables, et on dit qu'on ne résout pratiquement plus. Bon. Alors, pour qu'on arrive à résoudre, il faut en gros qu'il y ait une longueur d'onde de décalage entre l'onde rouge et l'onde bleue, ici au bord de la lentille. Si les deux ondes se croisent ici, il faut à peu près une longueur d'onde de décalage. C'est ce que j'ai essayé de représenter. Bon. Et alors on devine que si la lentille est plus grande, eh bien ça va correspondre à un angle plus petit. Donc un télescope plus grand, en principe, peut résoudre des détails plus fins. Alors les anciens qui croyaient que la lumière était formée de rayons, avant qu'on ne découvre que c'était des ondes en réalité, pouvaient pas comprendre ça. Ils ne pouvaient pas comprendre que l'image d'une étoile ne soit pas infiniment fine. Parce que dans leur logique, les rayons, ils se croisent. S'ils se croisent bien, on doit avoir une image infiniment fine. Ça, c'est les rayons, et ça, c'est les ondes. Bon, et c'est seulement vers le XVIIIe, XIXe siècle qu'on s'est rendu compte que la lumière était un phénomène ondulatoire et que les rayons, en réalité, il n'y a pas de rayons qui se propagent en ligne droite. En réalité, c'est des ondes, il y a des effets d'interférence, et c'est ça qui produit, ou ce qu'on appelle la diffraction, c'est ça qui produit ces taches qui limitent la netteté de l'image. Bon, alors, petite expérience pour montrer aux enfants qui illustre très bien ce qui se passe. Vous prenez tout simplement un appareil photo, vous mettez devant
un morceau de papier d'aluminium qu'on trouve d'habitude dans le tiroir de la cuisine pour emballer les sandwichs. Et vous le plaquez contre l'entrée de l'appareil photo et vous percez dedans des petits trous d'épingle, très petits et très serrés. Bon. Et puis vous photographiez. Alors vous photographiez par exemple une constellation artificielle. Alors vous pouvez mettre des petites lampes ici, ou bien vous pouvez mettre simplement encore du papier d'aluminium un peu froissé, que vous éclairez soit au soleil, soit avec une lampe. Et alors, aux endroits où le papier d'aluminium, là où il y a des bosses ou des creuses, ça produit des petites facettes qui apparaissent beaucoup plus brillantes. Donc, vu de loin au soleil, on a l'impression de voir un amas d'étoiles, un amas de points brillants. Bon, donc ça fait une très bonne simulation de ce à quoi représente une vraie constellation d'étoiles. Bon, alors vous photographiez votre constellation. Alors vous pourriez faire ça aussi la nuit en photographiant une vraie constellation, mais comme elles ne sont pas très brillantes, il faudrait des heures de pause. Bien, alors vous pouvez par exemple faire une première photo avec 15 trous d'épingle. Et ben, on voit pratiquement rien, on voit une espèce de halo. En regardant de très près, on devine un tout petit peu quelques points là, qui sont certaines des étoiles. Bon, ensuite, vous faites la même chose, mais avec 50 trous. Alors là, on commence à voir un tout petit peu quelques étoiles. Bon, ensuite, vous mettez 235 trous. Et là, vous commencez à voir un peu. Bon, ça, c'est le papier d'aluminium, et on voit des points brillants qui sont les petites facettes du papier d'aluminium, en quelque sorte. Bon, et si vous mettez 600 trous, on voit encore beaucoup mieux. Mais il reste une espèce de halo de lumière qui est due à la diffraction par chacun des petits trous qui sont là. Bon, et puis si vous retirez complètement le papier d'aluminium ou que vous faites une vraie photo ordinaire avec toute l'ouverture de l'objectif, alors là, on voit mieux le papier d'aluminium. Bien, donc l'image est voilée par un halo. L'image s'améliore avec le nombre de petits trous, ce qu'on appelle le nombre d'ouvertures. Le halo est causé par la diffraction des petites ouvertures. Et il prélève de l'énergie. C'est-à-dire qu'une bonne partie de la lumière qu'on aimerait voir se concentrer dans les images d'étoiles, en réalité, elle est étalée dans le halo, donc on perd beaucoup de lumière. Et alors, c'est ce qu'on essaye de récupérer avec le montage qu'on appelle hypertélescope, que je vais essayer d'expliquer. Bon, si je ne suis pas clair, posez-moi des questions. Alors, il faut commencer par le commencement, les interférences. Alors, les anciens avaient déjà remarqué que si on jette deux cailloux à la fois dans une mare d'eau, les rides à la surface qui se propagent, là où elles se croisent, il se produit des choses étranges. Les rides venant d'une pierre peuvent détruire les rides venant de l'autre pierre. C'est ce qu'on appelle les interférences. Bon, alors là, ça n'a pas été fait de cette façon-là, ça a été fait en faisant vibrer la surface de l'eau avec deux pointes qui touchent la surface, comme ceci, qu'on fait vibrer, et alors on a le phénomène en continu, et on voit que par endroits, là où les ondes se croisent, par endroits, vous avez l'effet de la première onde qui arrive en opposition de phase avec l'effet de la deuxième onde, c'est-à-dire que la première essaie de faire monter l'eau localement, et la deuxième essaie de la faire descendre, et résultat, l'eau ne bouge pas. Et là, l'eau ne bouge pas, alors que là, au contraire, elle bouge très fort. Suivante. Alors, la lumière est aussi une vibration, c'est ce dont on s'est aperçu vers la fin du XVIIIe siècle. Et ça avait été démontré notamment par Young, qui avait eu l'idée de percer deux petits trous très fins et très serrés, 1,5 millimètre d'espacement, petits trous, deux petites fentes, dans une feuille de... C'était pas de l'aluminium, à l'époque, ça devait être de l'étain. Et en mettant ça contre son œil, et en regardant une source ponctuelle éloignée, il s'est aperçu qu'il observait quelque chose comme ça. Et la seule explication possible, c'était que par endroits, la lumière qui passe par un des trous détruit la lumière qui passe par l'autre trou, et ça donne ces franges noires.
Bon, alors il avait fait ce beau dessin à l'époque qui expliquait un petit peu les choses, où on voit les ondes qui se croisent, les ondes venues des deux trous qui se croisent, et par endroits, on voit que ça se détruit. Bon, et puis si on met un écran là, et qu'on met un filtre rouge pour voir que la partie rouge, et bien on voit ces zones noires qu'on appelle des franges d'interférence qui sont périodiquement disposées. Alors la nature pratique beaucoup les interférences de lumière. Par exemple, ce papillon de Madagascar, qui est tout à fait spectaculaire, a des couleurs très brillantes et qui change. Quand on incline le papillon, ça change. Et si on regarde au microscope, on voit des choses comme ça, et ça change aussi selon l'inclinaison. Ces choses-là sont les écailles. Il n'y a pas que les poissons qui sont couverts d'écailles, les ailes des papillons aussi sont couvertes d'écailles, mais c'est des écailles microscopiques, et c'est elles qui portent les couleurs. Si vous frottez l'aile d'un papillon avec les doigts, vous retirez les écailles, et vous avez vos doigts qui deviennent colorés, mais l'aile du papillon, elle devient transparente. Bon, et alors, à quoi sont dues ces couleurs brillantes? Elles sont dues et changeantes. Elles sont dues au fait qu'un rayon de lumière, elles sont dues au fait que chacune de ces écailles est stratifiée. Il y a de très fines couches de polymère chitine, séparées par des couches d'air. Et un rayon de lumière qui pénètre, eh bien, il y a une partie qui est réfléchie sur la première couche, et puis une partie qui réfléchit sur la deuxième couche, et sur la troisième couche, etc. Et toutes ces parties réfléchies, il peut arriver qu'elles se retrouvent décalées d'une longueur d'onde, au point de vue trajet de lumière parcouru, et que donc elles se retrouvent en phase, les vibrations se retrouvent en phase, et donc ça fait une interférence constructive, et donc cette couleur de lumière, à ce moment-là, cette longueur d'onde se trouve être renforcée, intensifiée, et devient très brillante. Si par contre on incline légèrement le papillon ou son aile, la condition de cette résonance des phases n'est plus remplie et ça ne marche plus. Ça ne marche plus sauf s'il y a une autre longueur d'onde qui, elle, pour laquelle la condition est satisfaite. C'est pour ça que ça change de couleur selon l'inclinaison. Alors, voilà d'autres des Alpes, là. Il n'y a pas que l'or qui est doré. Ces papillons-là dorés, il n'y a pas d'or, mais c'est quand même aussi beau que de l'or. Et en plus, ça change un peu de couleur quand on incline. Alors, les pionniers du 19e siècle, il y avait Fresnel qui avait fait la théorie de la diffraction des interférences. Alors, ce qui est amusant, c'est que Newton avait découvert que quand on plaque l'un contre l'autre deux morceaux de verre bien plans, deux morceaux d'une vitre cassée par exemple, s'il n'y a pas de poussière, ils sont bien serrés l'un contre l'autre, on voit des couleurs. On voit des couleurs qui sont des couleurs d'interférence. Bon, et puis c'est un peu le même genre de couleurs qu'on voit sur des bulles de savon. Bon, et alors ça c'est vraiment une preuve manifeste aussi que la lumière est un phénomène ondulatoire et fait des interférences. Mais Newton, paraît-il, refusait de croire aux interférences. Il croyait à la nature ondulatoire, enfin à la nature corpusculaire de la lumière et aux rayons. Donc c'est amusant de savoir comment est-ce qu'il arrivait à concilier deux points de vue aussi incompatibles. Bien, et puis alors, il y a eu un premier essai astronomique d'interférence qui a été fait à l'Observatoire de Marseille dans les années 1875 par Stéphan, en plaçant un carton avec deux trous à l'entrée d'un télescope qui permettait de voir des franges Young dans l'image de l'étoile. Et puis alors, ensuite, c'était repris par l'opticien physicien américain Michelson, qui était venu en France dans le laboratoire de Fizeau notamment, et à Marseille, paraît-il, et qui s'était enthousiasmé pour ça, qui avait repris ses expériences et qui avait essayé de tricher, si l'on peut dire, en faisant croire à l'étoile observée que son télescope était plus grand qu'il n'était en réalité. Il avait pris le plus grand télescope du monde de l'époque, qui
était au mont Wilson en Californie, avec un diamètre de miroir de 2,50 m. Il avait commencé par mettre un carton à l'entrée avec 2 trous et il avait observé des interférences Young dans l'image de l'étoile qui lui donnait une information utile sur le diamètre de l'étoile, qui avait permis même de voir qu'une étoile double très serrée, trop serrée pour être résolue, était bien double. Et puis ensuite, il s'est dit dommage que le miroir ne soit pas plus grand. Et du coup, il a installé en haut du tube du télescope une poutre de 6 mètres sur laquelle il a fixé 4 petits miroirs plans, un ici, un ici, un ici, un ici, qui envoyaient la lumière comme ça dans le télescope. Et du coup, il avait des interférences plus fines, donc il gagnait en résolution. Et c'est ainsi qu'il a pu mesurer le diamètre d'une première étoile supergéante, qui était Bételgeuse, qui fait à peu près un 50e de seconde d'arc, alors que la limite des observations jusque-là, c'était de l'ordre de 1 seconde d'arc. Bon, mais alors à l'époque, c'était héroïque. Même l'assistant de Michelson, il fallait qu'il soit assis à califourchon sur la poutre pendant les observations pour régler les vis d'orientation des miroirs. Ce qui fait que les 2 images soient bien superposées en bas. Et c'est extrêmement dangereux parce que c'est à 15 mètres du sol, ce truc-là. Jusqu'au jour où ils se sont décidés à mettre des petits moteurs électriques et des interrupteurs en bas pour faire le même travail. Bon, enfin, à cette époque, il manquait à ces pionniers les outils théoriques pour bien comprendre ces histoires d'interférences, et bien sûr des ordinateurs, des logiciels, des caméras, des asservissements, etc., qui nous facilitent énormément le travail maintenant. Bon, et puis évidemment, il n'avait pas de fusée pour aller dans l'espace. Alors pourquoi aller dans l'espace? Parce que sur Terre, l'atmosphère n'est pas bien homogène, il y a des bulles d'air chaud qui sont une catastrophe pour les opticiens, il y a aussi des nuages, mais une catastrophe pour les opticiens parce que ça fait bouger rapidement les franges d'interférence. Et on peut se demander si ces anciens avaient imaginé les perspectives actuelles de l'interférométrie qui sont gigantesques, puisqu'on parle de centaines d'ouvertures au lieu de 2, d'imagerie directe à haute résolution, d'optique adaptative, etc. Bon, alors pourquoi faire tout ça? Eh bien, pour essayer de mieux voir les étoiles. Alors, par exemple, vous savez que le Soleil, on peut prendre des belles photos comme ça qui montrent des phénomènes spectaculaires, des éruptions, des tempêtes, des tornades, des taches. Et sur les étoiles, il y a probablement des choses analogues, mais on n'a jamais pu les voir parce que c'est trop petit. Après tout, les étoiles, ce sont des espèces de soleils qui sont beaucoup plus éloignés. Typiquement, la plus proche est 200 000 fois plus éloignée que le Soleil. Bon, là, les tornades récemment découvertes. Et par exemple, alors là, quelques années, il y a eu un événement rare qui est le passage de Vénus devant le Soleil, elle a traversé comme ça. Et au moment où elle sort du Soleil, où elle arrive au bord, il y a un phénomène bref, mais intéressant qui se produit, c'est qu'on voit une espèce d'arc lumineux qui se forme au bord de Vénus. Vénus est là, et qui serait dû à la réfraction des rayons du Soleil par la haute atmosphère de Vénus. Alors c'est très intéressant parce que si la même chose se produit, non pas sur le Soleil, mais sur une lointaine étoile, plutôt sur une proche étoile, mais possédant une planète qui passe devant, eh bien c'est l'occasion de prendre un spectre de cette lumière de l'arc pour essayer de voir s'il y a de la vie sur la planète en détectant des molécules genre oxygène, ozone, CO2, etc. Voire chlorophylle.
Donc, vous savez qu'Épicure, il y a 23 siècles, avait écrit on ne saurait démontrer qu'il n'existe pas d'autre monde semblable au nôtre, etc. Alors, ce n'était pas très clair ce qu'il voulait dire par autre monde. Est-ce qu'il pensait à des planètes? Est-ce qu'il savait que les étoiles pourraient avoir des planètes? Est-ce qu'il savait que les étoiles étaient des soleils et qu'elles pourraient avoir des planètes? Ce n'est pas très clair. Mais enfin, bon. Et puis ensuite, il y a eu Giordano Bruno qui a aussi brodé là-dessus. Donc maintenant, enfin, après des siècles, il devient envisageable de former vraiment des images résolues d'exoplanètes, de planètes d'étoiles, où on voit des détails. Bon, au point de pouvoir espérer y rechercher des signes de vie. Par exemple, en observant des changements de couleur saisonniers. Bon, alors, voilà une petite simulation que j'avais faite, montrant à quoi ressemblerait la photo d'une planète, d'une Terre qui serait associée à une étoile proche, à une distance de 10 années-lumière, et qui serait observée par un hypertélescope de 100 km de diamètre dans l'espace, vraisemblablement. Bon, alors on voit que cette Terre, on verrait les continents, ça c'est l'Amérique du Sud, l'Amazonie, on verrait les formations nuageuses, et on verrait même peut-être en automne les changements de couleur, les couleurs d'automne des forêts dans cette région par exemple, des choses comme ça. Bon, ce qui serait un critère assez solide de la présence de vie. Bon, parce qu'il existe bien des structures minérales, des roches, des argiles, des schistes, qui sont de couleur verte ou qui peuvent même changer de couleur selon la température, l'humidité. Mais les changements de couleur biologiques des saisons sont quand même plus marqués. Bon, puis il n'y a pas que ça à observer. Il y a, au-delà des étoiles proches, il y a des étoiles lointaines, et dont certaines sont très, très mystérieuses et qu'on aimerait bien voir de plus près. Bon, par exemple, des trous noirs, et dont certains sont dans un système binaire avec un compagnon qui est une autre étoile. Et puis au-delà des galaxies qui ont des choses mystérieuses dans leur partie centrale et qu'on n'a pas bien compris. Bon, et puis alors l'idée d'un interféromètre, donc ça avait germé en optique il y a plus d'un siècle, mais quand les astronomes se sont mis à observer avec des ondes radio dans les années 1950, ils ont commencé avec une seule antenne, et puis ensuite deux, et puis trois, et puis ils se sont rapidement aperçus que plus il y a d'antennes, mieux c'est. Ils en arrivent maintenant à mettre par exemple là, ce système européen au Chili, il y a 64 antennes qui viennent d'entrer en service et qui a tout de suite commencé à donner des images magnifiques. Et puis, il y a même des projets qui comportent 30 000 antennes. Bon, alors j'en arrive aux exoplanètes. Alors, typiquement, elles tournent autour d'une étoile. Quoique vous savez qu'il existe probablement des planètes échappées, évadées, perdues dans l'espace, qui se sont, en raison de collisions ou de choses comme ça, se sont retrouvés éjectés de leur orbite et errent lamentablement dans le noir interstellaire. Ça ne doit pas être très agréable pour les habitants s'il y en a. Et le fait que la planète tourne autour de son étoile oblige l'étoile à se déplacer un tout petit peu, parce que c'est le centre de gravité du système qui est fixe. Hein, si vous faites tourner un bâton avec une pierre attachée à chaque bout, si les deux pierres ont la même masse, eh ben, il faut que le pivot soit au milieu, sinon ça se passe mal.
Et s'il y en a une qui est plus haute que l'autre, il faut que le pivot soit plus près de l'étoile lourde. Donc vous avez un centre de gravité du système planète-étoile qui se trouve quelque part par là, souvent même dans l'étoile. Et en fait, l'étoile tourne autour de ce centre de gravité, donc décrit cette petite orbite en noir là, pendant que la planète, elle, fait le grand tour ici. Bon, alors ça, c'est ce qui a permis de découvrir par spectroscopie, par exploitation de l'effet Doppler, la présence de planètes invisibles autour de nombreuses étoiles. Depuis 1995, 3200 ont été découvertes autour d'étoiles. Alors on ne les voit pas parce qu'elles sont trop faibles. Elles sont typiquement 10 millions, voire 10 milliards de fois plus faibles que leur étoile. Mais on sait qu'elles sont là parce que l'étoile bouge légèrement comme ça, d'écrire une petite orbite comme ça. Bon. Et alors ça permet de calculer, ça permet éventuellement de calculer le rapport des masses ou une limite du rapport des masses. Bon, et puis quelques-unes ont aussi, la majorité ont été découvertes comme ça, et quelques-unes ont été découvertes par photométrie, c'est-à-dire en mesurant simplement la lumière de l'étoile. Alors, dans certains cas, la planète passe devant, en faisant son orbite, la planète passe devant son étoile. Et à ce moment-là, si on mesure la lumière totale, dans un télescope qui en général ne peut pas résoudre l'étoile, il voit juste un point brillant, il ne voit pas la forme, il ne voit pas la tache noire ici, il voit juste la lumière, il mesure juste la lumière totale. Et en mesurant la lumière totale, on voit qu'il y a une très légère atténuation au moment où la planète passe devant, et puis que ça se reproduit des mois ou une année après, régulièrement, à intervalles réguliers, et donc on en conclut qu'il y a une planète. Bon, et puis quelques-unes ont été découvertes aussi par effet de l'antigravitationnel, la présence d'une... alors une étoile dévie légèrement la lumière qui passe à proximité, et s'il y a une planète, la déviation peut être un peu plus forte ou un peu plus faible, enfin il y a des effets qui affectent la luminosité globale. Alors tout récemment a été découverte une planète sur l'étoile la plus proche de la Terre, qui s'appelle Proxima Centauri. Alors nous avons la chance d'avoir parmi nous l'auteur de l'article dans Sciences et Avenir qui raconte ça. Il aura peut-être quelques mots à nous dire à ce sujet tout à l'heure. Azar Kalahari, et donc, par effet de vitesse radiale, c'est-à-dire par effet spectroscopique, la découverte a été bien confirmée. Il y a des variations de vitesse radiale de 2 mètres par seconde, vitesse radiale, c'est-à-dire la vitesse d'éloignement et de rapprochement de nous. Il n'y a pas de transit, malheureusement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclipse, la planète ne passe pas devant l'étoile, passe à côté, c'est dommage, bien dommage. Ça aiderait à mieux comprendre le système. Cette étoile serait à 4,2 années-lumière, donc c'est la plus proche, et la planète aurait 1 fois 1,3 la masse de la Terre, avec une orbite de 11 jours. Elle serait beaucoup plus proche de son étoile que ne l'est la Terre, mais comme l'étoile est beaucoup moins intense que le Soleil, il ne fait pas trop chaud. Donc il semble que la planète soit dans la zone habitable, c'est-à-dire la zone, si une planète est trop proche de l'étoile, on y crève de chaud, si elle est trop loin, on y crève de froid. Mais il y a une zone intermédiaire dite habitable, définie comme étant la zone où il peut y avoir de l'eau liquide, par exemple des océans. Et ce qui semble être nécessaire pour la vie, ou du moins la vie telle qu'on la connaît. Bon, mais il n'est quand même pas certain que cette étoile soit vraiment habitable, en particulier il y a un vent stellaire, des particules de l'étoile extrêmement violentes et intenses, il y a des sursauts, il y a des émissions de rayons X, c'est peut-être pas très confortable. Bon, alors si on voulait mieux voir cette planète,
qui s'appelle Proxima b. Et puis ces détails. Il faudrait commencer par arriver à détecter sa lumière, parce que pour l'instant, on ne voit pas sa lumière. On voit juste qu'elle fait bouger son étoile, mais on ne voit pas sa lumière. Bon, il paraît qu'elle serait 10 millions de fois moins lumineuse que l'étoile. Et puis elle est très proche de l'étoile. Elle est légèrement résolue, elle pourrait être légèrement résolue par un télescope de 8 mètres, mais seulement d'un facteur 5, ce qui est très difficile. Donc il y a un problème d'éblouissement essentiellement pour arriver à voir la faible planète près de la brillante étoile. Alors, des collègues de l'Observatoire européen austral proposent d'associer un coronographe adaptatif et un spectrographe sur l'un des télescopes de 8 mètres européens qui sont au Chili, et pensent qu'en couplant ces deux instruments, il pourrait arriver à obtenir un spectre avec la lumière de l'étoile, ce qui serait très intéressant pour voir s'il y a des molécules dans l'atmosphère de l'étoile qui peuvent convenir à la vie. Alors maintenant, si on veut, pour en arriver à voir des détails de cette planète, un peu comme on voit ça, c'est beaucoup plus ambitieux. Il faudrait, les télescopes existants n'auraient pas un diamètre suffisant. Il faudrait un hypertélescope avec un diamètre, une méta-ouverture, comme on dit, de 1500 mètres, pour commencer à résoudre, commencer à avoir un petit peu de détails sur la planète. Bon, et puis si on veut vraiment avoir une résolution confortable, par exemple au moins 10 fois 10 pixels, bon, là il y a 30 par 30 pixels. Si on veut avoir 10 fois 10 pixels, ben, il faudra 10 fois plus, c'est-à-dire 15 km. Bon, alors ce n'est pas encore disponible et c'est peut-être pas facile à faire sur Terre. Par contre, dans l'espace, ce qu'on a proposé aux agences spatiales pourrait faire ça et pourrait faire beaucoup mieux, même, mais enfin, ce n'est pas encore tout à fait mûr techniquement. Bon, alors maintenant je rentre un petit peu dans les détails de comment construire un hypertélescope. Donc, idéalement, on aimerait avoir un miroir géant, par exemple, de 1 km de diamètre, qui focaliserait les ondes venues de l'étoile. Alors, ça les transforme en ondes sphériques pour focaliser. Les rayons qui n'existent pas sont perpendiculaires aux ondes sphériques. Et on met ici au foyer, la lumière est focalisée, concentrée, on met la caméra, et sur la caméra, on observe ceci, cette tache de diffraction, s'il y a une seule étoile infiniment petite. Bon, alors, on devine que si le miroir géant, oui, un miroir géant comme ça, on ne sait pas le fabriquer. Bon, si on devine, parce qu'il doit être extrêmement précis, hein, vous savez que la précision d'une surface optique, la tolérance pour avoir des bosses, c'est de l'ordre d'un dixième de micron sur la hauteur des bosses qu'on peut tolérer sur le miroir, donc il faut que ce soit extrêmement précis pour que les rayons soient bien en phase. Alors, on ne sait pas le faire d'une seule pièce, mais on pourrait imaginer le faire en petits morceaux, à condition qu'on arrive à ajuster les petits morceaux pour reproduire de façon extrêmement précise la forme théorique, ici, typiquement une parabole, ce qui n'est pas facile non plus. Bon, et si on n'a pas beaucoup d'argent, on pourrait se contenter de mettre 2 petits morceaux, et à ce moment-là, ça revient à réinventer l'interféromètre de Fizeau qu'avait utilisé Michelson, qui produisait ces interférences. C'est moins bien que d'avoir beaucoup de petits morceaux, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, parce que ça permet quand même ça permet pas d'avoir une image directe, mais ça permet d'avoir quand même certaines informations sur la source, en particulier de savoir que la source est plus petite que la distance entre les franges d'interférence.
Bon, alors là, on aurait cette tache d'Airy. Là, on aurait une tache de diffraction dégradée, moins lumineuse, d'une part, parce qu'il y a moins de surface collectrice, et d'autre part, dégradée par le fait que le miroir est découpé en morceaux et qu'il y a des interstices entre les morceaux, et ce qui a pour effet de briser les anneaux de diffraction, là, et de les remplacer par des spots dont la position dépend de la couleur, comme vous voyez. C'est moins bien, mais enfin, c'est quand même déjà pas mal. Alors là, ça peut être suffisant pour faire une assez bonne image de l'étoile. Enfin, le point important, c'est que la résolution est déterminée par la distance ou par la largeur totale de l'optique. Mais si l'optique est trop réduite à de petits éléments, par exemple, un petit nombre d'éléments, on a du mal à former une image directe, mais on a quand même la résolution théorique. Bon, alors l'ordinateur permet facilement de simuler ce que donnent différentes dispositions de miroirs. Si on n'a que deux petits miroirs, comme faisait Michelson, eh bien, vous avez ces fameuses franges Young. Là, vous avez la frange centrale qui est blanche. Et puis là, vous avez les franges latérales qui deviennent de plus en plus colorées. Voilà. Et ça, c'est dû au fait que l'espacement des franges, c'est lambda sur alpha. Lambda, c'est la longueur d'onde, et alpha, c'est l'espacement angulaire des deux ouvertures. Et donc, selon la longueur d'onde, c'est-à-dire selon la couleur de la lumière, les franges n'ont pas la même échelle. Bon, alors ensuite, on peut faire 3 ouvertures au lieu de 2, et à ce moment-là, ça ressemble à du nid d'abeille. Et là, vous avez le pic central qui est blanc, et puis après, les pics colorés qui apparaissent. Bon, et puis vous pouvez en mettre 5. Et à ce moment-là, vous constatez que le pic central blanc commence à dépasser un peu plus, à émerger un peu plus par rapport aux pics latéraux qui, eux, deviennent plus faibles par rapport au pic central. Et la tendance se confirme si vous augmentez le nombre d'ouvertures. Là, avec 9, vous voyez que le pic central devient nettement plus brillant que le halo. Et plus il y a de trous, mieux c'est. Mieux c'est parce que le pic central domine. L'idéal, ce serait qu'il n'y ait plus du tout de halo. À ce moment-là, toute la lumière serait concentrée dans le pic central. Et on aurait une image de meilleure qualité et plus intense. Bon, alors, on peut aussi simuler des configurations avec beaucoup plus de trous. Là, j'en ai mis 605, qu'on voit là un peu en gris. Et puis, pour faire la comparaison, j'ai aussi mis 6 trous plus gros. En m'arrangeant pour que les 6 trous plus gros donnent la même surface collectrice totale que les 600 trous et les 605 petits trous pour comparer les images. Bon, et puis j'ai supposé que l'objet était un amas d'étoiles que voici. Et l'image, voilà le calcul de l'image d'une seule étoile, où on voit un pic central avec des anneaux de diffraction ressemblant aux fameux anneaux de la tâche de diffraction d'une ouverture complète, et puis un vaste halo qui est moins brillant et qui contient une espèce de granules, comme ça, qu'on appelle des tavelures ou des speckles, qui sont dus à l'interférence des vibrations. Bon. Alors, voilà l'image de l'amas obtenue avec les 605 petites ouvertures. Et alors, vous voyez que si vous regardez de près, vous arrivez à reconnaître vos étoiles. Bon, par exemple, celle-là, c'est celle-là. Cette paire-là, c'est cette paire-là. Donc, on a vraiment une vraie image. Bon. Et cette image est un petit peu meilleure si on suppose qu'on a fait tourner toute l'ouverture pendant la pause. On suppose qu'on a fait une pause longue, par exemple 1 heure, et qu'on a fait tourner lentement l'ouverture pendant la pause. Bon.
Et si au lieu de 605 petites, vous avez 6 grandes, celle-ci, voilà ce que ça donne. Et on voit que c'est beaucoup moins bon. C'est beaucoup moins bon. On n'arrive pas à reconnaître les étoiles de la constellation. Là. Ce qui confirme l'intérêt d'utiliser des ouvertures petites et nombreuses plutôt que grosses et pas nombreuses à surface totale constante et à dimension totale constante du système. Alors ça nous arrange tout à fait parce que c'est beaucoup moins cher de construire des petits miroirs nombreux que des grands pas nombreux. Ne serait-ce que parce que les petits miroirs nombreux, ils peuvent être plus minces, donc, tout en étant rigides, donc il y a besoin de moins de verre, c'est moins cher. Bon, alors à l'origine, après l'expérience de Michelson, c'était un peu tombé dans l'oubli ces histoires d'interférométrie. Et on a repris le travail dans les années 75 en construisant deux petits télescopes, d'abord deux petits télescopes de 25 cm avec lesquels on a pu obtenir des interférences espacées de 13 mètres et voir des choses qu'aucun des grands télescopes géants existants ne pouvait voir parce qu'on avait une meilleure résolution. Bon, et puis alors ensuite, on a essayé on a construit deux télescopes d'1,50 m que voici, pour lesquels on a inventé un système de monture sphérique pour les faire pivoter pour suivre l'étoile, et qui ont permis de voir des étoiles plus faibles. Et par exemple, ici, vous avez l'image obtenue en mode spectroscopique, c'est-à-dire qu'on a mis un disperseur, un réseau de diffraction, pour disperser la lumière. Le bleu est ici, le rouge est ici. Et vous voyez, alors c'est une caméra extrêmement sensible qui détecte les photons un par un. C'est une pause courte d'1 centième de seconde pour geler l'effet de l'atmosphère. Chaque petit point est un photon. Et on devine des alignements de photons ici, des fines rayures qui sont des alignements de photons. Et bien ça, c'est les interférences. Bon, et ça bouge très vite, c'est pour ça qu'il faut des pauses courtes. Ça bouge très vite à cause de l'atmosphère. Bon, et puis alors là, cette partie plus brillante, c'est la longueur d'onde de H-alpha, qui est due à l'hydrogène en émission et qui prouve qu'il existe autour de l'étoile une nébuleuse brillante en hydrogène. Bon, et on a pu démontrer que cette nébuleuse, en fait, elle ressemblait à des anneaux de Saturne, cette espèce de disque. Donc ça m'a permis d'avancer un peu et de commencer à mieux voir les détails. Bon, alors d'autres collègues américains, notamment, ont construit un interféromètre au Mont Wilson en Californie, tout près de là où Michelson avait le sien. Puis Michelson était là. Ils ont mis 6 télescopes d'1 mètre espacés de 300 mètres et obtenu des résultats intéressants. Et puis l'Europe se préparait à construire au Chili 4 télescopes de 8 mètres, fonctionnant indépendamment. Alors on a essayé de les convaincre qu'il fallait essayer de coupler la lumière captée par les 4 télescopes en mettant des petits miroirs, en les envoyant dans les tunnels, en envoyant le rayon de lumière dans les tunnels et en les combinant ici dans un laboratoire souterrain. Bon, ils ont bien voulu se laisser convaincre, ayant vu les résultats de notre interféromètre, et c'est devenu un système extrêmement puissant qui leur a permis ces dernières années de faire beaucoup de découvertes de structures stellaires et même extragalactiques. Bon, alors, un problème subsistait, c'était d'améliorer l'interféromètre Young ou Fizeau en mettant des ouvertures plus nombreuses et en essayant de faire une image efficace au point de vue luminosité.
alors, par exemple, imaginez par exemple que vous ayez un grand nombre de petits miroirs. Vu de l'étoile, ça pourrait ressembler à ça. Mais il faudrait que, vu de la caméra, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que chaque miroir soit en quelque sorte agrandi virtuellement, l'apparence d'être agrandi vu de la caméra. Bon, c'est ce qu'on appelle densifier la pupille. Bon, alors ça, l'intérêt de rétrécir le halo de diffraction, de concentrer sa lumière dans le pic d'interférence et donc d'intensifier l'image formée. Alors l'ordinateur, en simulant, nous montre par exemple là un amas de 20 étoiles, là une ouverture formée de nombreux petits éléments disposés un peu en spirale, et puis on s'arrange pour que, on rajoute un petit élément optique devant la caméra pour que, vu de la caméra, ça ressemble à ça. Bon. Et du coup, l'image directe obtenue sur la caméra, eh bien, elle est beaucoup plus efficace, elle concentre toute la lumière dans les étoiles. Là, vous reconnaissez l'étoile blanche ici, l'étoile verte ici. Ça marche. Bon, ça marche, mais le champ est rétréci. C'est-à-dire que si vous avez d'autres étoiles éloignées, si vous avez une étoile ici, eh bien, elle sera très atténuée dans son image ici. D'ailleurs, on devine déjà un peu, par exemple, que cette étoile bleue ici, ben, elle a disparu là parce qu'elle est atténuée à cause de cet effet. Mais ce n'est pas trop grave parce que les objets qui nous intéressent sont petits. Bon, alors comment faire ça en pratique? Alors, je ne voudrais pas vous assommer avec des détails techniques. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à supporter quelques détails techniques? Bon, alors j'ai pris l'exemple, au lieu de mettre un miroir géant en petits morceaux, j'ai mis une lentille géante en petits morceaux. Voilà, lentille géante, et elle a été scie en petits morceaux qu'on voit ici. Alors, elle focalise la lumière ici, c'est ce qu'on appelle le foyer Fizeau. Et si les petits morceaux sont disposés de façon régulière, périodique, en quadrillage, l'image d'une étoile ponctuelle qu'on photographierait ici, elle ressemblerait à ça, avec un pic central et des pics latéraux périodiques parce que l'ouverture elle-même est périodique, ici. Bon, alors on reprend la lumière avec une deuxième lentille pour la rendre parallèle, et puis on la refocalise sur la caméra ici, mais on interpose ici une petite lentille divergente et une lentille convergente sur chacun des faisceaux. Ce système-là, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle la lunette de Galilée. La lunette de Galilée, Galilée, en son temps, avait pris un tube, il avait mis un bout, une grosse lentille, ce qu'on appelle le gros bout de la lorgnette, et puis à l'autre bout, le petit bout de la lorgnette, qui va près de l'œil, il avait mis une petite lentille divergente. Bon, et ça a la propriété de dévier les rayons pour élargir le faisceau comme ceci. Donc du coup, vu de la caméra, on a l'impression que la lumière remplit pratiquement toute l'ouverture de la grosse lentille. Et du coup, là, par effet de diffraction, presque toute la lumière qui était ici étalée dans un vaste halo se trouve concentrée dans le pic central. Donc l'image est beaucoup plus lumineuse ici. Alors en pratique dans l'espace, pour un grand hypertélescope, on pourrait gagner 1 milliard en luminosité, ce qui est toujours bon à prendre en astronomie où on manque toujours de lumière. Bon, alors ça, on peut montrer que ça marche encore si l'étoile s'est légèrement déplacée en dehors de l'axe optique du système. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, à la sortie, l'onde ici prend une forme de marche d'escalier. Et c'est ça qui explique que si l'étoile se déplace trop, vous voyez l'étoile, au lieu d'être sur l'axe ici, elle est venue là.
Et si elle se déplace trop, on perd sa lumière. Bon, encore une simulation là, avec 200 ouvertures, 800 étoiles. Alors, s'il y a trop d'étoiles, si par exemple vous avez n ouvertures et que le nombre d'étoiles dépasse n au carré, les images empiètent les unes sur les autres et on perd du contraste. Donc on a une limitation là aussi, il ne faut pas que l'objet soit trop compliqué. Et là aussi, il faut qu'il y ait le plus possible d'ouverture. Bon, encore la même chose. Et là, j'ai volontairement surexposé l'image, qui est inutilisable dans la partie centrale. Là, on voit que du bruit. Juste pour montrer les bords où on voit les résidus du halo de lumière diffractée. Donc on voit qu'il en reste un peu, malgré la densification de pupille. Bien. Alors là, c'est encore pour illustrer cette histoire d'étoile qui bouge et qui va en dehors de l'axe. Donc là, vous avez l'étoile sur l'axe, vous avez son image avec à travers ses ouvertures. Et là, elle s'est déplacée en dehors du champ, à la limite du champ. Et l'image est affaiblie ici, mais que devient sa lumière? La lumière, il faut bien qu'elle passe quelque part, l'énergie se conserve. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les pics secondaires, qui se trouvent, eux, encore dans la partie centrale du champ, eux, sont intensifiés. L'image est atténuée, les pics secondaires sont intensifiés. Bon. Alors, passons aux choses sérieuses. Comment construire ces hypertélescopes? Alors, il y a plusieurs options. On peut trouver un plateau sur une montagne bien plat et mettre dessus un certain nombre de télescopes. Alors, on a supposé des télescopes à roulettes qui peuvent se balader sur une plateforme et qui chacun renvoie la lumière de l'étoile vers la lumière concentrée de l'étoile vers une station centrale ici où on superpose tous les faisceaux, on mélange tous les faisceaux pour faire l'image focale. Bon. Alors pourquoi des télescopes à roulettes? Parce qu'il faut les balader tout doucement pendant l'observation pour compenser l'effet de la rotation de la Terre, pour éviter que les longueurs de trajet de lumière depuis l'étoile jusqu'au télescope et jusqu'à la caméra deviennent inégales. Il faut que toutes ces longueurs de trajet de lumière soient égales, faute de quoi on perdrait la cohérence de la lumière et on n'aurait plus d'interférence. Bon. Alors une autre approche, c'est d'essayer de faire un espèce de miroir parabolique géant en petits morceaux qui serait orientable comme on oriente un miroir traditionnel. Mais là, il faudrait un système d'orientation beaucoup plus grand, 1 kilomètre peut-être. Alors, nous avions imaginé mettre un espèce de filet avec chaque maille porterait un petit miroir et il y aurait des ballons, seraient suspendus à des ballons et on tirerait sur des ficelles pour orienter l'ensemble. Bon, mais enfin, on ne l'a jamais fait. C'est probablement pas très facile à faire. Bon, et puis une troisième solution, c'est de trouver un cratère ou une vallée profonde qu'on pourrait tapisser de miroirs fixes que voici, et on pourrait suspendre au-dessus une caméra, mais à ce moment-là, il faudrait que la caméra se balade quand la Terre tourne parce que l'image de l'étoile focalisée va se balader tout doucement, si le miroir géant est fixe, et il faut donc que la caméra se balade pour suivre l'image. Bon. Alors cette géométrie-là, cette architecture-là, nous l'avons baptisée Carlina, du nom de cette belle fleur qui contient un millier de espèces de chardons géants grands comme ça, qui poussent dans les Alpes et qui contient un millier de petites fleurs, et qui est encastrée dans le sol.
radioastronomes m'ont donné l'exemple pour ces solutions, cette géométrie, cette topographie, cette architecture qu'on appelle Carlina. Par exemple, en Chine, la construction de cet engin est en train de se terminer. Un miroir à 500 mètres de diamètre, formé de plaques de tôle accrochées à des câbles qui se croisent, qui s'entrecroisent. C'est fixe. Et il y a ici le détecteur focal qui se balade, qui est suspendu au-dessus et qui se balade pour accompagner l'image de l'étoile. Alors, nous essayons de faire la même chose, d'en faire une version optique. Donc, la même logique, des nombreux petits miroirs le plus possible. Et qui focalise la lumière de l'étoile. Par exemple, vous avez une étoile rouge ici, avec une caméra pour former son image. Puis ici, vous avez une autre étoile bleue dans une autre direction du ciel, qui va former l'image sur une autre caméra ici. Il faut que les deux caméras se baladent tout doucement pendant que les étoiles dérivent dans le ciel. Alors, pour donner le genre d'échelle auquel qu'on imagine, voilà le projet européen d'un télescope extrêmement grand, extremely large telescope, de 40 mètres, dont la construction débute au Chili, et qui serait formé d'un miroir géant mosaïque, mais mosaïque compacte de 40 mètres, qui nécessite une monture géante qui coûte très cher, et une coupole géante pour le protéger qui coûte très cher aussi. L'ensemble dépassera le milliard d'euros. Alors, nous avons démarré depuis quelques années des essais dans une haute vallée près de Barcelonnette, dans cette partie-là de la vallée qui est derrière, où il y a une courbure à peu près régulière. Vu ici sur Google Earth. Et l'idée est d'installer des miroirs fixes le plus possible. Pour l'instant, nous en avons mis que 2 pour faire les essais. Et la caméra est suspendue à un câble qui traverse la vallée, un câble de 800 mètres de long qui traverse la vallée en Kevlar, et avec un système de haubans motorisé ici, piloté par un ordinateur qui permet de déplacer la caméra avec une précision de 1 mm à peu près, pour suivre la courbe rouge en pointillé, là, qui est la courbe où se déplace le foyer, l'image de l'étoile. Bon, je vois que j'ai été trop bavard et que je dépassais le temps de parole. Vous me direz quand il faut arrêter. Bon, donc voilà le site, ça se passe là. Voilà un des miroirs sur un tripode très rigide, fixe. Et là, de quoi régler son orientation. Voilà la nacelle suspendue. Voilà encore, avec 6 fils de Kevlar reliés à des petits treuils que voici, pilotés par ordinateur, qui permettent de déplacer tout doucement, mais précisément, la nacelle. Bon, et puis il faut encore toutes sortes de viseurs pour arriver à régler tout ça. Bon, les détails de l'optique, je vous en fais grâce. Ça aussi. Bon, les limitations théoriques dans l'espace, la dimension de la flottille de petits miroirs pourrait sur le papier, on saurait aller jusqu'à 100 000 km, ce qui ferait un gain de résolution phénoménal par rapport à ce qu'on obtient actuellement. Alors, nous avons fait plusieurs propositions d'hypertélescopes pour l'espace, d'abord à la NASA, puis à ESA. Bon, pour l'instant, les agences spatiales se déclarent intéressées, mais pas encore mûres. Il n'y a plus qu'à attendre.
Et parmi ces versions, il y aurait une possibilité intéressante qui serait de piloter la flottille de petits miroirs par des rayons de laser. Alors, ça pourrait être des miroirs aussi petits que ça, quelques centimètres. Si vous en mettez un, là c'est une membrane, avec un tendu sur un cadre. Si vous l'éclairez de chaque côté avec un rayon de laser, il y a un effet de piégeage par la pression de radiation qui permet de stabiliser la position du miroir au dixième de longueur d'onde, au dixième de micron, disons, ce qui correspond exactement à ce qu'on veut. Et l'ensemble pourrait ressembler à ça. Ce serait, vous avez un laser, vous avez une lame séparatrice pour séparer les deux faisceaux, et vous avez des rayons qui arrivent sur une face, des rayons qui arrivent sur l'autre. Et la caméra focale est ici, et la lumière de l'étoile est ici, et elle est réfléchie sur les miroirs. Alors là aussi, sur le papier, ça marche, sur l'ordinateur aussi. La simulation est assez facile, c'est très simple comme calcul. Et il y a eu un début d'expérimentation en laboratoire, relativement encourageant, mais qu'il faut continuer. Bon, j'ai une petite vidéo qui dure 3 minutes, mais personne n'est obligé de rester. Alors, pour lancer la vidéo, oui, suivant. Bien, alors ça, c'est les essais sur la nacelle suspendue. Vous voyez la nacelle vue par un petit télescope à une distance de 186 mètres. Et vous voyez la lumière d'un laser qui est fixé en bas sur l'un des miroirs. Le fond qu'on voit derrière, c'est la falaise de l'autre côté de la vallée. Ah oui, des beaux speckles. C'est le laser qui s'est décentré. Ah oui, c'est pas ce bord de l'arête. Donc l'exercice, il s'agissait de vérifier qu'on arrive à piloter la nacelle qui est à 100 mètres de haut au-dessus du sol, piloter avec une précision de l'ordre du millimètre. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent quand même. Donc en gros, ça marche. Et il faut maintenant rajouter davantage de miroirs pour avoir plus de puissance d'imagerie. Bon, j'arrête. Alors là, la nuit est tombée. Alors la lumière... Laser est un petit peu... La lumière du laser arrive en bas, passe dans l'optique qui est là, avec des petites lucarnes qui permettent de vérifier de loin au télescope l'alignement des faisceaux. Bien, voilà. Alors, c'est tout. Il y avait la conclusion. Bon. Bon, voilà, j'ai à peu près fini. Je vous remercie. Vous avez peut-être des questions? Oui? Dans le télescope spatial, dans le futur, Oui? pourquoi de la grande, à quelle distance? 1 500 000 kilomètres. Oui? Votre projet de la vallée de l'Ubaye, est-ce qu'il a des chances d'être concrétisé, d'être financé et d'aboutir? Alors, le démarrage avait été
démarrage avait été bien financé par le Collège de France, mais depuis que je suis émérite, ça s'est arrêté d'un coup. Alors on a monté une association on a fait un crowdfunding. On n'a pas été très doué pour ça, mais enfin ça dépannait un peu quand même. Alors, cette approche, contrairement à l'approche classique où on investit $1 milliard pour faire une immense monture, une immense coupole, là, on peut démarrer de façon très très modeste avec quelques éléments. Et puis, si ça marche, après, on a des arguments pour avoir plus de financement, pour en rajouter autant que nécessaire. C'est un projet qui grandit avec l'enfant. En quelque sorte, oui. Votre titre était un petit peu trompeur dans la mesure où la recherche de la vie à l'extérieur, vous n'en avez pas beaucoup parlé, et les critères pour la trouver, c'est pas évident. Hein. Oui, j'ai passé un peu rapidement là-dessus. Je peux en dire 2 mots. Bon, en gros, si on arrive à former des images résolues d'exoplanètes, c'est-à-dire on voit les détails de l'exoplanète, évidemment, ça aide énormément pour chercher la vie. Bon, par exemple, en regardant cette histoire de feuilles à l'automne qui changent de couleur. Hein, ça, c'est probablement un critère assez solide. Bon, et pour la spectroscopie aussi. Par rapport aux autres méthodes qui ont été proposées, ça améliore, a priori, ça devrait améliorer. Bon, alors évidemment, ça ne concernera que les planètes pas trop éloignées du Soleil, disons jusqu'à une trentaine d'années-lumière, quelque chose comme ça, ou un peu plus. Mais enfin, il y en a déjà pas mal, déjà pas mal dans cette zone. Est-ce qu'il y a un optimum à trouver entre le diamètre du miroir et la surface? Est-ce qu'il faut mieux des miroirs proches avec une grande surface ou des miroirs éloignés avec un grand diamètre apparent? Ben, on peut jouer indépendamment sur les deux. Plus vous avez de surface, plus vous avez de luminosité. Mais par exemple, si vous mettez un grand nombre de miroirs très petits, je ne sais pas quoi, grand comme ça, hein, bon, ce sera moins lumineux, mais vous aurez une très bonne image. Hein? Bon, et si vous les agrandissez, vous aurez plus de lumière. C'est un peu indépendant. Oui. Oui, alors je voulais vous poser la question du coût. Est-ce que ça a un sens de comparer le coût de l'hypertélescope avec l'équivalent classique, on va dire, pour la même résolution? Est-ce qu'on peut aborder cet aspect? Oui. Oui, en général, on préfère dire pour le même prix qu'est-ce qu'on pourrait faire sous forme de classique et sous forme d'hypertélescope. Bon, on n'a pas encore tous les chiffres clairement définis pour la comparaison, mais alors par exemple, il y a une option dont je n'ai pas parlé, c'est de porter la caméra focale sur un petit drone. Bon, qui rendrait les choses beaucoup plus flexibles. Si on arrive à piloter un petit drone pendant 1 heure avec une précision d'1 centimètre, ce serait beaucoup plus facile à faire. À la limite, les amateurs pourraient se faire un hypertélescope dans leur jardin. Un petit hypertélescope dans leur jardin, à moins qu'ils aient un grand jardin. Ce qui est un peu terrible, c'est que sur Terre, la vie comme on la connaît, les molécules qui la composent sont chirales. Et qu'on ne peut pas détecter ça à l'extérieur. Si. Franchement, on y arrive. Si, parce que ça polarise la lumière. Oui. C'est peut-être détectable. Bon, c'est pas sûr.